Salut à tous les rêveurs et les créateurs. Qu'est-ce que la créativité ? Un don réservé à quelques privilégiés ou bien une compétence que nous pouvons tous développer? Bienvenue dans Les Clés de la créativité, le podcast qui explore les coulisses des métiers créatifs et démystifie l'approche artistique. Chaque quinzaine, nous explorons le processus créatif d'un artiste, d'un entrepreneur ou d'un innovateur. Nous vous partageons leurs conseils, leurs astuces et leurs secrets pour vous aider à booster votre propre créativité. Je suis Thomas Piard, architecte d'intérieur, designer et votre hôte sur ce podcast. Rejoignez-moi chaque quinzaine pour une nouvelle aventure créative. Pensez à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Vous avez la liste en description. Bonne écoute! Aujourd'hui, dans Les Clés de la créativité, nous explorons de nouveau une facette particulière de la peinture. J'ai le plaisir de recevoir Juliette Lamarca, une artiste peintre qui nous invite à découvrir sa pratique contemporaine, empreinte de maturation et de maturité. Bonjour Juliette, merci beaucoup de nous rendre visite sur les clés de la créativité. Comment vas-tu ? Ça va très bien, bonjour et merci aussi de m'inviter sur cet épisode. Alors j'étais vraiment impatient de pouvoir te parler. Tu veux bien te présenter pour commencer ? Ok, donc je m'appelle Juliette Lamarca, je suis artiste peintre, donc je pratique la peinture figurative contemporaine. Ma thématique, c'est le paysage et je suis née en 1982, j'ai donc 41 ans. Tu restes très jeune et en fait, en voyant tes toiles, j'avais l'impression qu'il y avait plus de maturité et d'âge que ça. Ton parcours en tant que peintre m'intéresse beaucoup parce que j'ai vu sur ce que tu présentes en fait qu'il y a plusieurs thématiques et plusieurs ensembles. Qu'est-ce qui t'a amené à ça ? On l'expliquera un peu après. Qu'est-ce qui m'a amenée à la peinture ? Alors, à la peinture déjà, mais ensuite à la différente évolution de ce que tu présentes. Commençons par la peinture. Ok, alors mon parcours en fait, je suis passée par les arts appliqués et j'ai travaillé 10 ans en entreprise comme designer textile tout en pratiquant la peinture à côté. Et puis j'ai profité d'une pause à la naissance de ma fille en 2014 pour remettre les choses dans l'ordre qui me convenait le mieux et faire de la peinture mon premier métier. Et puis ensuite, pour ce qui est de l'évolution des thématiques, je laisse les choses venir comme elles viennent et j'ai tendance à constater après coup la manière dont ça a évolué et à voir quel fil conducteur se dessine entre les différentes périodes. Ok, ça m'intéresse beaucoup. Donc ça fait 10 ans que tu pratiques en tant que peintre à plein temps. Voilà, ça fait 10 ans que c'est mon premier métier et par contre j'ai du mal à dire depuis quand je peins parce que ça a commencé pendant mes études, j'ai été diplômée en 2004 et donc dès que j'ai commencé à travailler en 2005, j'ai pris quand même un statut artiste pro, même si évidemment j'étais pas au top de ma disponibilité pour la peinture à ce moment-là. Alors, c'est vrai que le côté de design textile peut avoir des aspects qui se communiquent avec la peinture. Est-ce que les deux parties de peinture acrylique et de design textile se sont mêlées à un moment ? En fait, quand je faisais les deux à la fois, j'entendais dans mes deux métiers que mon point fort était la couleur. Donc ça, c'est vraiment le lien. D'accord. Et au niveau de tes inspirations et de tes influences, j'avoue qu'il y a plusieurs de tes toiles que j'aime particulièrement, et notamment une des dernières avec la forêt bleue, il me semble que c'est comme ça que tu l'appelles. Et je voulais avoir voilà, le cheminement général des influences et des inspirations. C'est très difficile de faire la part des choses, des influences, parce que beaucoup d'artistes m'ont nourri et parfois les artistes que j'aime ne présentent pas forcément des choses similaires à ma peinture. Néanmoins, je vais te parler un petit peu de mes grands maîtres. Donc on pourrait citer Matisse. J'aime sa façon de trouver de la beauté dans les choses simples. Et derrière une apparente ingénuité, on découvre dans son œuvre beaucoup de profondeur, une observation très posée et une réflexion en continu qui mûrit progressivement et tranquillement. Je me suis intéressée aussi beaucoup à David Hockney, qui n'a jamais hésité à varier les techniques et les styles pour rendre compte de la perception de son environnement. Je trouve qu'il a testé dans tous les sens sans se soucier plus que ça de garder une ligne de conduite lisible
Et à la fin, pourtant, c'est toujours tout est cohérent, c'est toujours bien lui. Un autre artiste qui compte beaucoup pour moi, c'est Munch, qui revient au fil du temps à des sujets récurrents, qu'il approfondit, qui prolonge, qui revisite. Et je partage le goût qu'il a des séries qui restent pour toujours ouvertes, parce qu'il a des thèmes comme ça qui jalonnent son œuvre en général, qui reviennent. C'est comme si les séries n'avaient pas de début et de fin et qu'elles restaient alimentées en continu. Donc je partage ça avec lui. Et bien sûr, j'aime aussi sa façon de façonner les choses vues en fonction de son être profond. Il est un filtre puissant pour tout ce qu'il nous donne à voir. Il est profondément présent dans tout ce qu'il nous montre. Je suis très sensible à ça. J'entends bien. D'un point de vue plus stylistique, j'aime aussi Vallotton pour ses paysages qui sont épurés, synthétiques. J'aime beaucoup Bonnard pour la lumière qui chez lui devient texture et qui vient façonner les colorations. Je pourrais citer aussi Hopper pour ses ambiances crépusculaires et pour la subtilité des ambiances qui se dégagent de ses œuvres, une espèce d'atmosphère douce amère, presque un léger malaise, mais qui serait somptueux. Lui, je le connais pas. Hopper ? Ouais, il me semble que les deux derniers que tu as cités... Alors, Bonnard, si, je connais, mais tu as cité Vallotton, je me rappelle pas avoir vu quelque chose de lui, le nom me dit Ce quelque sera chose. l'occasion. Ouais, voilà. En fait, oui, à chaque fois que je parle avec quelqu'un de nouveau, j'apprends des nouvelles choses et pour moi, c'est aussi très enrichissant. Merci beaucoup. Ah, je voudrais rajouter quelque chose aussi, c'est que là, on parle des peintres, mais je pense que j'ai aussi été vraiment marquée par des références qui n'étaient pas de la peinture. Et par exemple, par l'univers esthétique de Jean-Pierre Jeunet dans le film La Cité des enfants perdus, qui m'a fortement impressionnée alors que j'étais encore bien jeune. Et puis aussi, quand j'étais lycéenne, j'ai lu beaucoup de poésie surréaliste, donc notamment Paul Éluard, qui a un univers très très imagé. Et j'ai aussi adoré Prévert, dont l'inspiration vient vraiment du quotidien, de ce qui se passe dans les rues et sous nos yeux. Je pense que ces influences littéraires ou cinématographiques ont pu également jouer un rôle. J'ai adoré La Cité des enfants perdus, ça fait partie de mes films cultes. Alors j'ai moins honte d'avouer La Cité des enfants perdus que Princess Bride, mais j'ai vraiment adoré. C'est vrai, ce film est magnifique. C'est marrant que tu cites Paul Éluard et Prévert pour ce côté effectivement du quotidien et de la rue, parce que ça se sent beaucoup dans ton dessin et dans tes arts. En général, dans ce que j'ai vu de ce que tu as fait, c'est comme si c'était un instantané d'un moment que tu retranscris après coup, mais que tu as vu 30 ou 40 fois, comme si tu le ressortais de mémoire. Exactement. Et alors ça se sent. En tout cas, moi je sens ça dans ce que tu fais. Et du coup, je me posais la question, est-ce que tu travailles d'après photo, ou est-ce que c'est uniquement des souvenirs que tu remets sur la toile ? Alors, c'est avant tout un souvenir que je mets sur la toile, mais je travaille d'après photo. En fait, il y a toujours une photo qui est une photo que je prends en me promenant avec mon smartphone. Mon smartphone prend d'ailleurs des photos plutôt moches. Et ça me va bien comme ça. J'aime avoir un document de départ qui soit pas forcément de l'ordre de l'esthétique, qui soit un peu neutre, parce que la photo, pour moi, c'est une trace, un repère. Je vais avoir besoin de m'y référer en travaillant pour construire correctement mon image, mais c'est pas ce qui importe. En aucun cas, je veux être prisonnière de cette photo, que parfois j'imprime, mais pas toujours. Des fois, je la garde juste dans mon téléphone à portée de ma main gauche quand je peins. Et en fait, ce qui compte pour moi, c'est vraiment ce que j'ai vu en vrai à un moment donné, en quoi ça m'a interpellée. J'ai une espèce d'illumination, de révélation de quelque chose à peindre, et cette sensation immédiate qui est très forte à un moment, je veux vraiment la garder en mémoire. Parfois, je fais un petit croquis de mon projet de peinture pour fixer immédiatement ce que j'ai reçu et ce que je veux faire passer. Quand je dis croquis, c'est format timbre-poste, c'est quelque chose de très sommaire, où il y a les 2-3 lignes principales, où il y a éventuellement un mot-clé,
donnant la couleur ou dans quel ordre je veux poser les choses, ce genre d'indication. Et la photo, c'est simplement parce que j'ai une peinture qui est figurative et avec pas mal de détails, et donc je vais avoir besoin de repérer certaines choses de façon juste, mais c'est un aide-mémoire. Ce qui compte, le matériau pour peindre, c'est le ressenti. J'adhère à la manière dont tu présentes ça. Ça se ressent dans tes toiles. Pourquoi est-ce que j'ai posé cette question-là ? Je repense à deux particulières où on voit une maison, un arbre et un ciel de deux couleurs. Je crois que c'est corneille et ciel violet et ciel rouge. Et sur ces deux toiles-là, ce n'est pas exactement le même arbre, ce n'est pas exactement les mêmes briques de mur, mais l'ambiance générale, et on pourrait quasiment les superposer, on n'est pas loin. L'effet, le ressenti est complètement différent. Et du coup, je pense que c'est ce genre de choses-là qui te sert de référence. C'était ça l'origine de ma question, en fait. Oui, c'est marrant que tu parles de ces œuvres-là qui sont parmi les plus particulières, parce que c'est des toiles que j'ai intégrées dans un encadrement très spécifique, que j'ai travaillé avec un ébéniste pour avoir en fait une sorte de caisse américaine qui intègre des formes découpées d'oiseaux que je suis venue peindre sur le bois. Donc c'est parmi les œuvres les plus bizarres, j'ai envie de dire. Et j'ai voulu effectivement peindre la même scène dans deux versions colorées. Et c'est normal que la maison, l'arbre, les choses ne soient pas précisément au même endroit, parce qu'en fait, je peins vraiment à main levée. Je n'ai pas de croquis que je vais tracer au crayon, je n'ai pas de grille, j'ai encore moins de projecteur, et je me lance directement sur la toile. Donc ça peut pas être totalement juste ou toujours pareil. C'est le ressenti qui doit être juste. Moi, ça me convient très bien et j'ai une réponse complète à mes interrogations par rapport à ces deux toiles. Et justement, puisqu'on en est à parler du processus de création, donc tu as commencé à nous expliquer le déroulé général, puisque tu nous as dit que tu partais parfois d'une photo, régulièrement d'une photo plutôt, puis parfois d'un petit croquis. Mais pour l'instant, on n'a pas encore parlé vraiment des matériaux et des techniques que tu utilises. Alors c'est vrai que tu utilises l'acrylique et des pinceaux, mais ça va souvent bien plus loin. C'est un... Comment dire ? La peinture elle-même, le pinceau, la toile, c'est des éléments de base. Est-ce que tu utilises d'autres choses ? Est-ce qu'il y a des techniques spécifiques que tu vas utiliser ? Et j'en suis sûr parce qu'il y a plein de façons différentes de peindre. Alors, je travaille, comme tu dis, à l'acrylique sur toile. Jusque-là, c'est basique, mais avec ça, on peut tout faire, je pense. Déjà, j'ai choisi l'acrylique parce qu'elle convient à ma manière de peindre, c'est-à-dire à une certaine spontanéité. L'acrylique, ça sèche au fur et à mesure, rapidement. Ça peut être un petit peu la difficulté de cette technique, mais aussi son atout, parce qu'on peut toujours enchaîner, superposer des couches, retravailler directement quelque chose qui vient d'être fait. J'aime aussi l'acrylique vraiment pour sa polyvalence. Je trouve qu'avec cette peinture-là, on va pouvoir travailler une matière qui est couvrante, opaque, comme une matière qui est transparente, diluée, qui va se rapprocher de l'aquarelle. On peut obtenir tous les effets de matière, de texture, d'épaisseur. On peut avoir l'acrylique fluide qui coule, comme assez pâteuse, plus incarnée. Donc avec ces outils que tu désignais comme basiques, l'acrylique, les pinceaux, les toiles, on peut faire beaucoup de choses. Et en fait, c'est l'occasion aussi de penser à chaque paramètre de la peinture. Donc déjà, quelle consistance on veut pour dire quelle chose, comme j'ai pu l'évoquer. Mais il y a aussi, bien sûr, quel type de pinceau on va prendre. Certains vont se faire oublier, d'autres vont donner une trace, une empreinte, laisser transparaître le geste. Le type de toile m'intéresse aussi beaucoup parce que je tends mes toiles et je prends soin de choisir le tissu et la manière dont il est apprêté que je vais employer pour
pour entoiler les châssis. Et puis derrière une technique, on peut toujours inventer des sous-techniques, extrapoler, détourner. Donc par exemple, on peut utiliser des grattages, des frottages, des empreintes. C'est un petit peu infini. Et moi, j'aime me reposer toutes ces questions-là à chaque projet, remettre en cause les choses comme si je savais rien d'avance et en fait toujours rester fidèle à cette idée que je veux faire passer dans mon tableau, ma motivation à peindre ce sujet, pourquoi, qu'est-ce que j'ai perçu de ce sujet et du coup, selon ce que j'ai à dire de mon modèle, qu'est-ce que je vais devoir utiliser comme technique, comme effet pour respecter au mieux le caractère du sujet et l'intention que j'ai eue. Et c'est très rigolo d'ailleurs de voir que parfois les gens peuvent se tromper aussi un petit peu sur comment les choses ont été faites. En ce moment, j'ai une expo en entreprise et j'ai discuté avec un peintre qui est venu me voir et qui a dit « Ah, c'est super parce que par exemple, tu as employé le couteau alors que d'habitude, tu travailles au pinceau. » Et en fait, non, je n'avais pas du tout utilisé de couteau, c'était encore autre chose. Mais parce que je peux travailler avec ce que je trouve autour de moi et tenter des choses toujours renouvelées, prendre un morceau de carton pour peindre ou une éponge ou un chiffon. C'est un petit peu infini. Donc à partir de ce simple, de ce basique de départ, tout est ouvert. Génial. J'étais sûr que j'aurais une réponse en te titillant un petit peu sur le basique du matériel et de la technique. D'autant plus que je me rappelle que sur une de tes toiles qui s'appelle le bouquet, il me semble, il y a Oui. ce genre de ruse que j'avais vu utilisé par un gars qui peint à la bombe et qui avait une espèce de peigne. Et je pense que tu as utilisé un truc du genre pour faire la toiture en tôle ondulée. Du bâtiment qu'on aperçoit au fond, et je me suis dit ah, là on dirait qu'elle a utilisé un truc comme ça, et pas non plus. C'est marrant parce que ça donne vraiment cette impression là, on a une impression de régularité d'un trait que le gars avait utilisé pour faire des chutes d'eau qui étaient d'ailleurs très réussies, et je me suis dit ah, et du coup en fait en me posant la question et en disant ça, je me suis dit elle va me dire à tous les coups que c'est pas ça. Non, le bouquet pour le coup j'ai seulement travaillé au pinceau. C'est une assez jolie toile. Alors je dis assez jolie, dans ma bouche ça veut dire très bien. J'ai un truc avec ça. Quand je dis c'est pas mal, faut entendre très bien. Assez bien, faut entendre très bien. C'est une toile que j'aime beaucoup. Il y a une espèce de fouillis avec un gros bloc blanc central, si je me trompe pas de toile, hein. Et cette tôle ondulée en arrière-plan, la compo est vachement originale. C'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps. Et c'est ça qui m'a bien plu en fait. On a l'impression que le point focal, je la mettrai en lien si tu permets, parce que oui. je me permettrai de la prendre et de la mettre en lien depuis ton portfolio pour que les auditeurs puissent voir de quoi on parle. Mais la structure est assez originale. Merci. Et je fais une petite parenthèse sur le bouquet, par exemple. Je me rappelle très bien du moment où j'ai eu l'idée de cette toile. Je rentrais d'une soirée sur Paris, je remontais chez moi à pied puisque je suis quelqu'un qui marche et c'est de là que vient mon inspiration. Et tout d'un coup, je lève la tête et je vois cette petite maison en pierre de Meulière avec son gros buisson blanc de fleurs devant elle, comme un peu un bouquet de mariée. Donc en passant comme ça, sans l'avoir prémédité, je reçois cette image et tout de suite je sais que je vais la peindre. Ah ouais. Alors ça, tu me fais une transition géniale parce que ma question suivante était quelles sont tes sources d'inspiration ? Alors tu nous as déjà parlé de tes inspirations et influences, mais ça suffit pas, c'est-à-dire que ça nourrit ta créativité, les sources, etc. Mais les influences, ça nourrit la créativité, ça nourrit l'inspiration. Mais les sources d'inspiration, pour toi, j'ai l'impression que c'est vraiment, comme tu viens de le dire là, des balades du quotidien. Est-ce qu'il y a plusieurs éléments ? Est-ce que tu fais des promenades régulières ? Comment est-ce que tu nourris ça ? Alors, effectivement, le fait d'effectuer mes transports à pied, on va dire, le fait de cheminer, le fait de me balader,
provoque mon inspiration. Je ne marche pas pour trouver des idées de peinture, ça me vient comme ça. Donc en fait, ma création, elle commence dans ma tête bien avant que commence la peinture. Je me promène et quelque chose dans le décor m'interpelle, me saute aux yeux. Ça se passe pas forcément dans un moment d'observation attentive, mais plutôt dans des moments qui sont non choisis, où mon cerveau se débride et m'envoie des images et des informations, parfois en abondance, avec une forme d'impact spécifique. Donc parfois, je me sens dans cet état où tout d'un coup, des choses m'interpellent, me sautent aux yeux. C'est comme si j'avais, par moment, une acuité plus importante et que je voyais les choses sans le faire exprès, déjà un petit peu en peinture. J'ai parfois l'impression d'ailleurs d'évoluer dans de la peinture, de projeter comme ça des choses à peindre. J'ai pas vraiment l'impression de choisir mes sujets, mais plutôt que ce sont mes sujets qui me choisissent. Tout d'un coup, des choses que je vois se mettent à me parler de moi, des autres, de la vie, à me raconter des histoires. Tout d'un coup, les choses vues me deviennent signifiantes et percutantes. Wow. En fait, je peins mon environnement local. Donc effectivement, comme tu disais, je suis inspirée par le quotidien et par ce qui se trouve de façon très simple autour de moi. Je peins des choses que je connais déjà, qui me sont familières, que j'ai déjà vues 3 fois, 10 fois, 100 fois. Mais tout d'un coup, un jour, ces choses familières vont acquérir un truc en plus, une dimension nouvelle, une force spécifique. Ce qui veut dire que bien avant même de conscientiser ce qui se trame, il y a d'abord un temps d'imprégnation. Et ensuite, il y a un moment que je pourrais appeler plutôt la révélation, celui où le sujet me saute aux yeux, devient symbolique et chargé de sens pour moi. Ensuite, je vais laisser poser tout ça, le digérer. Donc, c'est plutôt le temps de la maturation. Et après ces différentes étapes d'imprégnation, de révélation, de maturation, il y a enfin l'étape de la peinture qui peut venir parfois bien après, en fait. Ça peut être 1 mois après, 6 mois, 3 ans. Et puis parfois, je reviens aussi sur un sujet que j'ai traité il y a longtemps et que tout d'un coup, je vais reconsidérer, voir avec un autre regard, parce qu'entre-temps, j'aurais vécu des choses différentes, je serais devenue un petit peu différente moi-même. Et donc, je pense qu'on peut aussi revenir sur des sujets déjà traités parce qu'on en fera autre chose au moment où on les peint. Alors, je suis complètement aussi d'accord avec ça. Le temps de la peinture et le moment où on est prêt à peindre et le moment où on revient sur quelque chose qu'on a fait, on se dit j'aurais fait ça différemment. Alors ce qui est vraiment, moi ce qui me touche beaucoup dans ce que tu fais en fait, c'est que j'ai grandi en banlieue parisienne et que je retrouve les maisons en meulière et notamment il y en a une qui m'a particulièrement touché. Alors j'ai plus le titre exact, mais t'as 2 maisons côte à côte. Je crois que c'est toujours ensemble ou jamais séparés. Ensemble, c'est tout. Voilà, exactement. Voilà, j'avais des maisons comme ça autour de chez moi, des pavillons en meulière, et j'aime beaucoup la compo de celle-là aussi, parce que t'as fait le choix d'avoir beaucoup de place des maisons et d'avoir un tout petit bord. Que les maisons soient pas complètement bord cadre, mais qu'il y ait un peu de fond sur le bord, et ça fait complètement pavillon de banlieue qui est séparé de ses maisons voisines. Vraiment, celle-ci aussi, voilà, elle a eu une résonance particulière avec sa grosse touffe de buissons au milieu entre les deux. Et ouais, il y avait là-dessus quelque chose aussi qui me plaisait particulièrement. Le rôle pour toi de la peinture, parce que j'entends bien dans ce que tu dis que c'est vraiment un tableau, c'est pas un jet. C'est quelque chose que tu vas maturer, mûrir. Alors, est-ce que, avant le rôle de la peinture, je voulais savoir, est-ce qu'une toile te prend longtemps ? Ça n'a pas d'impact sur sa valeur matérielle, réelle ou même financière, mais certains artistes peignent très vite, et une toile leur prend entre 1 et 3 jours, et d'autres reviennent par une série de touches et peuvent mettre 2-3 mois par toile. En moyenne, pour toi, une toile te prend combien de temps ?
C'est toujours bien compliqué cette question, voire impossible, parce que donc je pense que quand on demande le temps que prend une toile à peindre, on parle de l'exécution, donc il faudrait dire au préalable que la peinture d'une toile, évidemment, comme on l'a dit, c'est pas que de l'exécution, ça commence bien avant de prendre le pinceau. Mais cela étant dit, je pense qu'une toile me prend environ une trentaine d'heures. Voilà, je dis ça comme ça, je compte pas réellement, mais je vais y passer quelques jours par semaine sur 2 ou 3 semaines. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Donc même là, c'est un process maturé encore. Et puis, moi, je peins une toile à la fois. Ça, c'est intéressant de voir que chacun travaille différemment. Je connais des peintres qui peignent toute une série, ils en commencent plusieurs et puis passent de l'une à l'autre. Moi, j'ai besoin de me plonger dedans à fond exclusivement et de la mener de A à Z, de bout en bout. C'est curieux, tu dis ça. Oui. J'ai interviewé récemment une dame qui peint avec de l'acrylique aussi, et qui, elle, me disait, elle fait de l'acrylique pouring. Alors, ce qu'elle fait, c'est assez élégant, et elle a une mentalité particulière sur ce sujet-là. C'est intéressant à l'écouter aussi. Et elle dit, elle, qu'elle utilise par exemple des ballons, ou même une astuce assez marrante avec des gants de chirurgien gonflés qui lui servent de ballons, et comme ça elle utilise les doigts comme poignets. Et elle dit, pour pas perdre trop de peinture, j'utilise les ballons que j'ai trempés dans un pour les appliquer sur une autre toile. Et en fait, elle se sert de ça pour du recyclage, parce que oui, en pouring on en perd beaucoup. Et du coup, en fait, elle a toute une démarche autour du fait d'utiliser, par exemple, sur plusieurs toiles, et de recycler la peinture qu'elle perd pour l'utiliser à autre chose. Donc sincèrement, la démarche est vachement intéressante, et donc c'est complètement à l'opposé de toi, en fait, qui va travailler sur un seul élément, qui va t'y concentrer et qui va y consacrer plusieurs heures sur plusieurs jours, avec ce processus de latence et de mûrissement que je trouve très intéressant. Je voulais qu'on parle 5 minutes, si tu veux bien, du rôle qu'a la peinture dans ta vie, parce qu'aujourd'hui, tu vis de la peinture. On est d'accord, c'est ton métier à plein temps. C'est mon métier principal. Je peux pas dire vraiment que je vive de la peinture ou en tout cas de la vente de mes œuvres. Ça, je vais y revenir après, mais parlons déjà du rôle de la peinture. La peinture me donne l'impression en fait d'agrandir la vie, de lui donner toutes sortes de nouvelles dimensions. Grâce à la peinture, on peut vivre une vie amplifiée, maximisée, pleine de ressources et de nuances, multifacettes. Le réel donne lieu à de nouvelles possibilités, c'est comme une arborescence. Donc je dirais que la peinture rend la vie plus riche, plus intéressante, plus intense et plus ouverte en possibilités. C'est un outil formidable pour observer le monde, pour l'interroger, pour le contempler, pour tenter de le comprendre. C'est aussi un outil pour échanger avec l'autre. Et justement, je vais faire le lien avec ce qu'on vient de dire. J'ai un petit métier secondaire qui découle de ce premier métier de peintre, c'est que je suis professeure de peinture. Donc j'anime des cours et des stages de peinture pour adultes dans ma ville à Clamart. C'est un complément de mon activité de peinture qui me prend quelques heures par semaine et en fait qui me permet évidemment de transmettre ma passion. Mais je me rends compte aussi que c'est quelque chose qui me permet d'aider les gens grâce à la peinture. J'ai pu constater. Oui. C'est quelque chose. Je m'en suis rendu compte en fait après coup. Je me suis rendu compte que venaient à moi des profils de personnes parfois un petit peu cabossées par la vie et qui ressentaient intuitivement le fait que venir peindre allait les aider. Voilà. Alors il y a toutes sortes de cas de figures différents.
mais des personnes un petit peu essoufflées professionnellement, par exemple, qui ont vécu des épisodes difficiles, qui ont vécu un burn-out, des personnes qui sont en dépression ou simplement en réflexion sur leur vie pour se réorienter, pour faire autre chose. Des personnes qui connaissent aussi des maladies viennent dans mes cours de peinture ou dans mes stages et je me rends compte que vraiment la peinture les aide à se reconstruire, à se nourrir, à se questionner, à s'affirmer, à prendre de nouvelles directions. Et j'ai ce retour comme quoi la peinture leur fait du bien. C'est un truc dont je suis absolument convaincu. Alors, le fait d'être cabossé par la vie et d'aller vers la peinture, c'est pas forcément pour tout le monde, mais lorsqu'effectivement on a ce besoin d'exprimer quelque chose, le médium de la peinture est souvent un médium très intéressant et il en dit long sur la manière dont les gens vivent et sont touchés. La manière de peindre n'est pas la même quand on va bien et quand on va pas bien. Et des artistes comme Munch que tu citais ont une peinture qui est vraiment, suivant les époques de sa vie, ont des connotations complètement différentes. Et des artistes établis ont ça, mais c'est valable pour tout le monde. Pas avec forcément la même puissance, la même expression, mais à chaque fois, c'est une part d'intimité. Qui va se mettre sur le tableau et on se met à nu plus facilement sur une toile que dans une discussion avec des gens qu'on connaît pas. Et je pense que tu as même un rôle en tant qu'artiste à ce niveau-là, en tant que coach également. Oui. Et en fait, moi, pour simplifier, que je dis que je suis également professeur de peinture, mais ce terme de professeur, il me correspond pas complètement et j'ai l'impression plutôt d'accompagner et presque de coacher les personnes à révéler ce qu'elles ont de meilleur en elles, à s'épanouir à travers ça. Je le sentais comme ça, je l'ai peut-être pas bien exprimé, mais c'est effectivement, j'ai du mal au travers de notre discussion à te voir en tant que professeur en train de dire « Ah non, on fait pas comme ça. Là, non, ta perspective, elle est pas bonne. » Dans ce que j'entends, alors que tu t'exprimes sur ton ressenti. On dirait que tu as été là pendant mes cours. C'est ce que tu fais. Souvent, quand on me pose des questions, comment il faut faire, par quoi je dois commencer, est-ce que j'ai le droit de faire ça, je réponds toujours, on peut tout faire. On a le droit de tout faire. Ça dépend de ton projet, de ton envie, de ton intention. En fait, ce qui compte, c'est de comprendre quel est le projet de la personne et à partir de là, voir comment on fait. Ouais, je suis complètement en raccord avec ça. Les théories, ça, c'est bien. La théorie, c'est très bien et c'est très important de la maîtriser. Mais quand on vient pour un cours de peinture, c'est pas par là qu'on commence. C'est valable aux Beaux-Arts et c'est très bien et c'est très important. Quand on veut vraiment mettre ses tripes sur la toile, oui, on peut poser la question, est-ce que je peux faire ça ? Parce que ta partie à toi, c'est de savoir si oui ou non, le résultat va correspondre à ce que l'autre attend. Mais c'est pas du tout de lui dire bah non, ici si tu mets du vert ça va pas du tout aller avec ton orange. Il faut plutôt l'orienter dans le sens de si c'est ce que tu ressens, vas-y comme ça. Enfin, c'est comme ça que j'imagine les choses dans ce que j'entends de toi avec du ressenti. Je sais pas si je l'exprime très bien. C'est très bien comme ça. D'accord. Donc là, tu parles en fait de choses actuelles. Tu fais ça pour vivre en même temps que ta peinture. Comme je le disais il y a pas longtemps, hein, il faut manger, il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Tu t'approches des 10 ans, donc ça arrive. Exactement. On est pas loin. Quand je débutais, en fait, je cherchais un petit peu à discuter avec des galeristes, par exemple, pour avoir un peu des avis sur mon travail. Et on m'a déjà dit qu'il fallait 10 ans pour devenir peintre. Au début, j'ai eu un peu de mal à l'admettre. Et en fait, je pense maintenant que c'est vrai. En tout cas, c'est un travail de longue haleine d'apprendre à devenir peintre. Et je pense que maintenant, je suis à ce niveau
où je sens quand même une bascule qui s'opère, où plus de choses m'arrivent toute seule, où des gens viennent vers moi pour présenter mon travail, pour le valoriser. Et d'ailleurs, merci toi aussi d'être venu vers moi pour le podcast. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu une accélération des choses qui se passent pour moi en ce moment. Donc, de nouvelles galeries qui me soutiennent, quelqu'un qui m'a proposé aussi d'être mon agent et de m'accompagner à m'épanouir dans ma carrière artistique. Un ensemble de choses semble tout d'un coup il y a une petite étincelle là qui arrive. Ça devient un peu plus facile. Ça cristallise en fait d'un seul coup la totalité. Je pense que, sincèrement, la forêt bleue, c'est un truc super fort ce que t'as fait là. Je te le dis du fond du cœur. La forêt bleue, c'est un truc que je peux mettre sur n'importe lequel des murs de chez moi tellement je l'aime. Et vraiment, hein, c'est une toile qui a une vraie puissance, qui a un vrai impact. Il y a un jeu dans le... On sent que t'en es très fier et c'est vraiment à juste titre. Et si tu l'es pas, sois le plus. Parce que c'est... Non, vraiment. Entre les tons de bleu avec ces feuilles mortes dans les teints orangés, avec juste ce qu'il faut pour que ce soit pas trop lourd et que ça relève le tableau, je la trouve sublime. Et ça, je suis à peu près sûr que c'est celle-là dont les gens ont parlé du couteau. Non, c'est pas celle-là. Ah, c'est marrant parce que moi je me suis fait la réflexion, est-ce qu'elle aurait pas travaillé au couteau ? Après, je l'ai pas vue en vrai. C'est une toile pour laquelle je pourrais me déplacer pour aller la voir. Parce qu'elle a vraiment de la force et je serais curieux de rentrer dans les détails de cette toile. C'est pas l'objet d'aujourd'hui, on pourra peut-être en reparler en off si tu veux bien parce que ça, c'est une curiosité personnelle, mais parle-moi de tes projets pour l'avenir parce que là tu m'as dit que t'avais un agent, t'as des galeries qui te soutiennent, développe un peu ça s'il te plaît. Oui, alors en ce moment, j'ai une exposition qui va se terminer bientôt en entreprise rue de la Paix dans un cabinet d'avocats. On doit d'ailleurs prévoir un événement finissage bientôt. Ensuite, dans quelques jours, j'installe une exposition en Seine-et-Marne dans un lieu qui date des 18 et 19e siècles, qui a été rénové en gîte de charme avec une galerie d'exposition attenante. Et ensuite, début juin, j'installe une autre exposition dans le même secteur, à Fontainebleau, à nouveau en entreprise. Donc ça, c'est les prochains événements pour 2024. Et pour 2025, il se pourrait que je participe à la prochaine programmation de la galerie Virginie Barrault avec qui je collabore depuis peu, qui me représente depuis février dernier. Donc pour l'instant, elle montre mes œuvres en ligne sur son site en attendant de les intégrer à ses expositions de 2025 puisque la programmation d'une galerie se travaille toujours très en avance. Et sinon, pour les petits à côté de la production artistique et du fait de montrer les œuvres, j'ai en projet un nouveau site internet pour mieux structurer la présentation de mes peintures. Ça, c'est super. Et j'envisage même aussi une vidéo pour mettre en valeur l'ambiance des décors qui m'inspirent. Ah, j'imaginais quand t'as dit vidéo que tu allais faire une vidéo corporate dans l'atelier. Ah non, si c'est pour filmer les décors qui t'inspirent, c'est chouette. Alors avec peut-être, enfin même sûrement, avec quelques images dans l'atelier et puis un petit peu les coulisses des lieux qui me parlent puisque ma thématique c'est le paysage, c'est important de montrer aussi les paysages dans lesquels j'évolue, le lien avec les œuvres. J'ai vu aussi que tu avais peint quelques toiles qui ont l'air d'être faites côte Atlantique ou Bretagne Nord. Je me trompe ? Oui. C'est à quel endroit ? Pas du tout. C'est à quel endroit ? Il y a des toiles de bord de mer qui sont assez intéressantes d'ailleurs au niveau de la construction des matières minérales. Oui. Alors si on reprend un petit peu les thématiques qu'on peut voir dans mon travail, donc... moi, je vis en Île-de-France, donc à la fois je vais montrer les rues, les maisons d'Île-de-France, avec notamment ces maisons en pierre de meulière.
Je suis très touchée aussi par la thématique des grands arbres et de la forêt qui jouxte ma ville. Et parfois, j'ai aussi des toiles qui évoquent la mer, le bord de mer. Donc, c'était marrant d'ailleurs parce qu'une fois, lors de vacances en Bretagne, j'avais eu un déjeuner avec une amie qui m'avait dit « Et alors là, tu t'inspires, tu vas faire plein de choses par rapport aux lieux qu'on peut voir ici ?» Je lui avais dit « Mais non, pas du tout, là je suis en vacances, ça n'a rien à voir, etc. » Et puis finalement, je ne le savais pas encore, mais après coup, j'ai réagi aux choses que j'avais vues et aimées à ce moment-là. Mais il a fallu le temps que je devienne aussi plus habituée des lieux et il a fallu le moment où j'allais en partir, le moment où j'allais bientôt perdre ces paysages-là pour que tout d'un coup je ressente cette connexion et ce besoin de les peindre. Et je ne vais pas citer précisément plus que ça les lieux que j'ai peint parce que j'aime ce côté un petit peu presque universel où tout le monde peut se projeter dans un lieu, se l'approprier. Et d'ailleurs, il y a une personne qui me suit depuis des années, qui est très amatrice de mon travail, qui dit que chacun peut retrouver dans mes toiles des lieux qu'il connaît. Donc, par exemple, la première toile qu'elle a achetée de moi, c'était un square parisien et elle a dit « Mais je le connais, c'est mon square ». Et depuis qu'elle l'a acheté et accroché chez elle, tous les gens qui voient cette toile disent « C'est mon square ». Tout le monde le reconnaît. L'universalité du square. Voilà. Et maintenant que je peins les maisons, on va me dire aussi « Ah, mais cette maison, je l'ai déjà vue ». Donc, je pense aussi que des toiles comme Forêt Bleue peuvent parler à des personnes qui aiment, comme moi, se promener dans la nature. Et finalement, moi, je mets beaucoup de ma personne dans ce que je peins. Et ensuite, j'accueille le regardeur aussi à rentrer dans la toile et à projeter son propre vécu. Oui, mais il se trouve que je suis breton, donc j'ai hésité un petit peu en te parlant d'Atlantique ou de Bretagne Nord, et tu m'as bien dit Bretagne, tel que ça se voit, j'ai une idée de l'endroit où ça a pu se passer, je vais le garder pour moi et on en parlera off. Mais je veux pas spoiler le cas échéant. Toi qui me dis oh bah oui zut c'est là. Et je cours encore plus le risque de me planter et de passer pour un neuneu auprès des Bretons. Donc je vais le garder pour moi. J'ai une idée sur le sujet. Ce sera le petit bonus. Voilà, exactement. Merci beaucoup en tout cas parce que je me régale avec cette interview et j'ai pu constater et je remarque en fait que dans ta manière de peindre, il y a un style très particulier qui se dégage au niveau notamment de la gestion des couleurs. C'est quelque chose que tu travailles beaucoup et on sent que les palettes que tu utilises évoluent au fil du temps. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? La couleur, c'est la chose la plus importante pour moi. Je me considère plus coloriste que dessinatrice d'ailleurs et je construis mes tableaux vraiment par la couleur. Donc comme je l'ai évoqué, je travaille sans dessin préalable. C'est vraiment les couches de couleurs qui vont me servir à construire le tableau. Donc je vais procéder par tâche, par strate, et petit à petit de la couleur émergent les formes et le paysage se dessine. Et la couleur, elle a aussi évidemment une très grande importance sur le plan expressivité, symbolique. Les couleurs délivrent des messages et vont permettre vraiment de faire passer des émotions. Donc, comme je travaille avec pour matière première mon ressenti, la couleur, c'est l'outil principal. Et quand je vois une chose que je veux peindre, je vois directement dans quelle couleur je veux le peindre. Et c'est quelque chose, si je fais un petit croquis très rapide, que je vais tout de suite noter. Donc la couleur, c'est vraiment essentiel à mes yeux. Tu prends des notes de couleurs par rapport à ton croquis, c'est ça que tu dis ?
C'est ça que je dis. Quand je fais un croquis, pour moi, c'est une prise de notes visuelle et souvent, je vais mettre un mot pour me dire que ça, c'est un dégradé qui va de telle à telle couleur, que ça, je le veux avec telle association de couleurs. Ah, ça m'éclaire peut-être plus certaines de tes toiles. Notamment celles qui ressemblent à des promenades nocturnes. Alors je sais plus exactement comment elles s'appellent, je regrette, je ne connais pas ton œuvre par cœur, mais il y a deux ou trois de tes toiles qui représentent des maisons vues de nuit, et cette ambiance de couleurs un peu comme des éclairages au sodium, je pense que c'est effectivement quelque chose que tu peux pas capturer en photo, et que c'est ce genre de note qui va te permettre de retranscrire. C'est vrai ce que tu dis, et ça va me permettre de parler de forêt bleue alors que tu disais qu'on n'aurait pas le temps d'en parler. Mais notamment parce qu'effectivement, j'adore les ambiances de nuit ou de tombée de la nuit, et c'est des choses qu'on ne peut pas forcément avoir en photo. Et par exemple, pour forêt bleue, je m'étais promenée dans la forêt, tout d'un coup, je suis tombée sur une grande flaque qui formait comme un petit lac. Et la nuit tombait, c'était le tout début de l'hiver, vers le 2 janvier, je crois. Et tout d'un coup, l'ambiance devenait bleue. Ça m'a fascinée, captivée. J'ai essayé de prendre une photo pour fixer ça. Et sur ma photo, on ne voyait rien. C'était déjà tout noir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis revenue le lendemain matin. J'ai retrouvé le même endroit. J'ai pris ma photo de jour pour avoir la trace de ce décor, et ensuite je l'ai interprété avec ma coloration de tombée de la nuit. C'est ce que... J'adore. C'est marrant, je t'imaginais prendre une photo trop sombre, tenter de l'éclaircir et faire un post-it à côté avec « ici c'est bleu ». C'est comme ça que je me fixais le truc. Ok, on a discuté un petit peu de la partie de vivre de son art, donc je vais pas revenir dessus, c'est une question que j'aurais dû te poser maintenant et ça a pris un petit peu d'avance. En dehors de la vente de toiles et de ta profession j'allais dire maître d'art, c'est mignon, un peu comme un maître d'armes mais avec un pinceau, mais d'enseignant en art, ça te suffit à payer les factures et ça te suffit à vivre? Est-ce que t'as besoin d'appui? Est-ce que tu t'en sors de ça à toi seul, ou est-ce que t'as besoin d'aide à côté? Est-ce que ça te suffit largement à payer tes factures? Ça me suffit pas largement à payer mes factures, ça me suffit tout juste à payer mes factures. Donc c'est très important pour moi d'avoir un revenu régulier, même faible, à côté de la peinture pour pouvoir peindre sereinement et garder en fait une indépendance financière. Ça me va bien. Je ferais peut-être sauter toute la partie là si je considère que je me suis trop embrouillé, hein, mais ok, je vois bien et du coup j'ai assez de réponses là-dedans. Alors, un truc super important, du coup, vu que tu as cette casquette d'enseignante en art, est-ce que tu pourrais donner des conseils pour les jeunes artistes? T'en as reçu toi, on t'a dit qu'il te fallait une dizaine d'années avant de devenir peintre, et ça t'a fait un peu tousser. Les conseils pour les jeunes artistes, qu'est-ce que tu pourrais donner? Mon conseil le plus important, ce serait de travailler dur pour peaufiner sa technique et donner son plein potentiel en prenant tout le temps qu'il faut pour le faire, mais aussi de nourrir sa culture. Et quand je dis culture, je pense à la culture artistique, l'histoire de l'art, mais pas seulement. Nourrir sa culture en fonction dans tous les domaines, en fonction de ses attirances, de sa personnalité, donc le cinéma, la littérature, les sciences humaines, l'histoire des styles en décoration. Je pense aussi que tout ce qu'on fait dans la vie, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on étudie, et même les différentes expériences qu'on peut avoir sur le plan professionnel ou personnel, tout peut contribuer aussi à nourrir la peinture. En fait, la vie, c'est ce qui sert à peindre. Donc, nourrir sa vie est utile à un peintre. Je vais garder ça pour le titre. Je cherchais un titre du podcast, mais je garderai ça pour le titre. La phrase est géniale. Bon, je dirais aussi aux jeunes artistes, soyez patients.
apprendre à bien peindre, ça requiert des années de pratique, et même quand c'est acquis, être reconnu pour son travail prend du temps. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, beaucoup pensent à la télé-réalité et se disent je vais gagner de l'argent vite, mais les professions créatives, c'est pas des professions où on gagne vite. C'est des professions qui sont des métiers passion, sont de vraies carrières, sont de vrais métiers, mais il faut prendre son temps et cette passion peut être tuée par le fait de devoir manger. C'est très important de bien se dire que quand je veux devenir peintre, quand je veux devenir musicien, quand je veux devenir quelle que soit la profession créative qu'on veuille faire, ça demande du temps, ça demande de l'apprentissage et le processus de maturation dont tu parlais. Oui, et d'ailleurs, si on évoque le temps, ce que je dis aussi aux élèves de mes cours de peinture, c'est d'oublier ce qu'ils peuvent voir sur Internet. Apprenez à peindre en 5 astuces, en 3 étapes, en 10 minutes. Tout ça, c'est du pipeau. On nous montre toujours les choses en accéléré, alors qu'en fait, c'est vraiment le temps qui est à l'œuvre. C'est absolument vrai. Je nourris une passion considérable pour l'origami et je me suis aperçu que les tutoriels que je pouvais faire qui mettent 1 à 2 heures sur internet me prennent 6 à 7 heures à faire en vrai pour un résultat qui est souvent pas à la hauteur de ce que le mec a fait en face. Les choses sont présentées comme étant faciles, propres et très rapides, et en réalité, c'est pas facile, c'est très salissant, ça met beaucoup de temps à se faire, et en fait, chaque personne doit s'exprimer avec sa personnalité propre, et c'est pas parce que tu vois un truc vachement beau fait par un gars sur internet que tu pourras faire exactement la même chose parce que tu n'es pas lui. Ça ajoute un conseil important à donner aux artistes aussi qui démarreraient, c'est de ne pas trop se comparer. Chacun avance sur son propre chemin et ce qui compte, c'est d'évoluer positivement par rapport à soi-même et pas par rapport aux autres. C'est un truc que je dis souvent aussi à mes enfants. Ils aiment pas ça du tout quand je leur dis ça, mais pourtant je suis convaincu que c'est vrai à 1000%. Si tu veux être bon à quelque chose, tu dois comprendre que t'es mauvais à cette chose-là. Et tu dois accepter d'être mauvais. Parce que si tu l'acceptes pas, tu pourras pas progresser. Si t'acceptes d'être mauvais, tu te dis bah oui, ça y est, je sais pas peindre, bah je vais apprendre et je vais progresser et je vais le faire. Mais si t'acceptes pas d'être mauvais, que tu te dis bon bah voilà, je suis pas bon donc je vais faire autre chose, bah tu n'iras jamais là où tu veux vraiment être. Moi, je suis très positive, donc je vois toujours au départ la petite chose que je trouve que je trouve bonne, et puis la petite graine, et après comment on va la faire évoluer. Alors, je suis d'accord. Et cette graine-là, c'est l'acceptation. C'est le fait d'accepter, de se dire « Ok, c'est pas grave, parce que, après tout, je suis pas au niveau où je voudrais être. » En fait, c'est ça le côté d'être mauvais. Je ne suis pas au niveau où je voudrais être. Je voudrais être à ce niveau-là. Aujourd'hui, je constate que je suis là. Maintenant, je vais progresser pour arriver au-dessus même de ce que j'imagine. Plus on travaille, plus on va loin. Exactement. Et si au pire, on se trompe, on rate, on redémarre, on met à la poubelle, on repart. Ce qu'il faut, c'est se lancer. Arlette disait la même chose et disait « Oh bah si c'est pas beau ce que j'ai fait, je racle et puis je recommence. » J'adore ce genre de truc. Parce que oui, après tout, en fait, autant le fait de peindre peut être émotionnellement très intense, autant le fait d'être capable de se dire « Bon, alors ça fait pas vraiment ce que je voulais faire, je recommence », il y a un engagement dans la peinture, il y a une vraie source d'engagement, limite physique et émotionnelle dans ce qu'on fait, et parfois on se rend compte que quand on peint, on ne contrôle plus vraiment là où on voulait être, les choses deviennent automatiques, les couleurs qu'on veut mettre s'appliquent, et on se dit « Ah ouais », et quand le tableau est fini, on se dit « Ah, bah ouais, c'était ça », ou alors il manque un truc. Et accepter qu'on a terminé ou pas terminé, c'est aussi une problématique spécifique. Je pensais te réagir plus, mais en fait, je parle avec mes tripes sur le truc et je me rends pas compte que ça n'a pas forcément d'intérêt particulier. Je ferais peut-être sauter ça aussi. Je voulais te poser une question sur, à ton sens, mais tu m'as déjà un peu répondu, sur le rôle de l'art aujourd'hui dans la société et dans les sociétés, puisque toi-même, tu vas dans les entreprises pour mettre tes expos. L'importance pour moi de l'art, ça va être
de connecter les gens à leurs émotions profondes. L'art parle à notre intériorité et il va aussi connecter les personnes entre elles, donc créer du lien social, créer de l'échange. Et puis bien sûr, l'art, c'est l'expression d'une époque, des hommes qui la composent. L'art, il transporte et fixe les histoires, que ce soit la grande histoire ou les petites histoires individuelles. Il façonne les imaginaires, il nous permet de nous apaiser, de nous ressourcer au contact de la beauté. Et puis, on en revient à cette idée du temps. Pour moi, l'importance de l'art, c'est de aussi nous confronter à quelque chose qui a été créé sur le long terme et qui prend le contre-pied en fait de notre société de zapping, de vitesse et de consommation. Donc c'est quelque chose qui est né des mains de l'homme et qui a été façonné dans le temps. J'adore ça. Parce qu'il y a besoin du temps, c'est vrai. Et comme tu l'expliquais au début, c'est un long processus, c'est une maturation longue pour arriver à quelque chose dans ton cas. Et du coup, ce temps est nécessaire. Tu pourrais pas, j'imagine, prendre ta photo et puis rentrer chez toi et te jeter sur la toile. J'ai même cru comprendre que tu entoilais toi-même tes cadres. Oui. Ça, c'est pas commun. Alors, c'est plus simple, entre guillemets, d'acheter un cadre tout prêt. Donc, est-ce que tu crées tes cadres ? En fait, j'achète les châssis en bois nus et j'achète à côté les toiles. D'accord. En choisissant aussi différentes toiles en fonction du projet. Donc, acheter tout fait, c'est plus simple. Faire soi-même, c'est pas forcément beaucoup moins coûteux, mais ça permet de vraiment maîtriser le moindre paramètre. J'ai entendu un petit peu, donc, avec le rôle de l'art dans la société, que tu as aussi une vision de la peinture dans le monde contemporain. Parmi les peintres contemporains, est-ce que tu as des grosses références ? Ça me serait très difficile de citer des artistes contemporains parce qu'évidemment, certains noms vont me venir et pas d'autres. Je vais en oublier plein. Alors, qu'est-ce que tu entends par référence ? Est-ce que ce seraient des gens qui influenceraient mon travail ou simplement dont j'apprécierais le travail ? Alors, plutôt des gens dont tu apprécies le travail. Parce que les influences, c'est même pas sûr que tu sois capable de toutes les sentir, ou alors ça pourrait générer une émotion du genre elle copie, et c'est pas vraiment le sentiment que... Et je pense qu'on peut pas tout démêler effectivement. Voilà, c'est difficile. Surtout s'agissant d'artistes contemporains, on n'a pas le même recul non plus. C'est vrai. C'est pour ça que je voulais avoir, voilà, t'es plutôt les gens dont tu apprécies le travail. Ok. Donc je vais citer pêle-mêle et en oublier beaucoup. Ça, c'est pas grave. 2, 3 qui permettent de faire la référence sont très bien. Et s'il y en a 10, c'est parfait. Oui, alors je vais te dire par exemple Damien Cadio, Yann Lacroix, Adrien Belgrand, Arthur Ayot, Bruno Gaden, Lise Toufflet, Chloé Saï-Braille-Dupont, Diane Benoît-Duret, Thierry Carrier, Cyril Tricot, Marc Desgrands-Champs, un grand nom de la peinture, Béchir Boussandel, Katia Bourdarel, etc., etc. Alors, moi, je trouve ça génial. Je vais te dire, j'en connais pas un que tu viens de citer, mais tu m'as cité plein d'artistes français. En tout cas, dont les noms Et je sonnent pourrais français. en citer beaucoup d'autres. Et en fait, c'est très important pour moi aussi de souligner que l'histoire de l'art se fait tous les jours et ne s'arrête pas aux grands maîtres du XXe siècle, en fait. C'est ça que je trouve génial dans ce que tu viens de me dire là. Non seulement j'en connais pas un, mais t'en as plein en plus, et ça signifie que tu regardes plein de choses, tu t'ouvres à énormément de choses, et que tu restes pas focus uniquement sur ce que tu fais, parce que les noms, tu les sors, voilà. Lui, elle, lui, elle, lui, elle. Et moi, personnellement, ça me paraît extrêmement intéressant comme
comme réaction. Et je vais bien noter tous les noms et je vais aller chercher tous ces gens-là pour voir ce qu'ils font parce que ça m'intéresse de voir quels sont les rapports avec Je peux te faire une liste de 500 noms si tu veux. Tu vas me sortir tous les profils Instagram que tu as. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces personnes-là, je les connais au minimum sur Instagram et puis pour beaucoup, je les connais ou je les ai connus dans la vraie vie aussi parce que j'aime bien aller rencontrer les artistes, parfois dans leurs ateliers. J'en ai interviewé aussi et j'ai écrit des textes aussi pour d'autres. Donc, j'ai connu de différentes façons pas mal des artistes que je t'ai cités. C'est super, c'est encore mieux. Écoute, je sais pas comment... ça me met plein d'étincelles dans la tête, en fait, d'entendre ça, parce que je me dis, il y a plein de gens que je pourrais interviewer autour de ces gens-là, va falloir vraiment que j'aille regarder, donc oui, je veux bien une liste, non pas pour aller les embêter et tout de suite leur sauter dessus, parce que le programme n'est pas là, mais vraiment de me dire, bon, bah, cette dame-là, Juliette connaît ces gens-là, elle est allée les voir dans la vraie vie. Il y a plein de gens qui sont jaloux de l'art et de leur façon de faire, et dans ce que tu présentes, bah, t'es super ouverte à plein de points et moi je trouve ça très bien. La plupart du temps, souvent, les artistes sont critiques vis-à-vis des œuvres de leurs contemporains et ont un regard sur l'art comme étant moi je fais du vrai et ce que font les autres c'est pas bien ou c'est faux ou ça manque de tripes ou des choses comme ça. Et ta manière de citer de façon très naturelle tout de suite une dizaine de personnes avec voilà, sans gêne et parce que franchement je trouve la mécanique en elle-même très intéressante. Merci. Je voulais te poser une question, on a un peu évoqué ça, c'est la différence entre les générations d'artistes. Tu parlais d'artistes contemporains, vivants, opposés aux classiques morts. Mais il y a aussi des générations moins classiques et il y a plein d'artistes qui n'ont pas forcément eu l'éclat qu'ils méritent. Explique-moi un peu quelle est ta position autour de ça. Il me semble en tout cas qu'une différence entre les artistes d'aujourd'hui et d'autrefois, mais c'est sans doute relatif car tous les artistes n'ont pas la même expérience que la mienne, c'est que dans une société individualiste comme la nôtre, notre parcours d'artiste est aussi plus individualisé. On est moins rassemblés en groupe, en courant, en mouvement. C'est peut-être aussi pour ça que tu me disais que les artistes étaient souvent assez acerbes à l'égard de leurs contemporains. C'est un petit peu plus chacun pour soi sans doute. Voilà. Et puis, par rapport à cette idée qu'il y a moins de groupes, il y a aussi des pratiques qui sont très variées et éclatées, ce qui est bien. On a une grande diversité de pratiques artistiques qui coexistent. Alors, c'est assez bizarre. J'ai plutôt le sentiment, à titre personnel, que c'est plus facile de communiquer et donc on pourrait plus facilement se regrouper en communauté en tant qu'artiste et dire que le courant, je sais pas moi, acrylic pouring dont on parlait la dernière fois, peut trouver rapidement sur Instagram 10 personnes, 20 personnes qui font la même chose et pourraient commencer à communiquer. Et toi, tu dis en fait que les gens sont isolés et ne peuvent pas, ne communiquent pas si simplement. Mais je suis pas sûre d'avoir raison. Je parle par rapport à mon expérience et puis je pensais plus à des groupes qui seraient rassemblés physiquement dans la vraie vie et au fait que les choses fassent école, fassent courant, fassent des mouvements picturaux identifiables. Je pensais plutôt à ça. Mais c'est vrai que le digital nous permet vraiment de montrer notre travail et de nous connecter les uns aux autres. Ça, c'est indéniable. Je vois ce que tu veux dire. On a cette chance aussi, grâce au numérique, justement, de pouvoir très facilement montrer sa production, qu'on soit exposé ou pas, de transcender un petit peu les barrières et de tenter de se faire sa place.
Mhm. Ce que tu voulais dire avant, en fait, c'était par exemple comme les impressionnistes qui se regroupaient tous entre eux. Voilà, je pensais à ça. D'accord, ok. Oui, effectivement, ça, y a peu de chances aujourd'hui que ça arrive et que les gens se retrouvent... Encore que, il me semble qu'il existe des ateliers communs où les gens peuvent travailler ensemble et des courants potentiellement pourraient émerger de ce genre de choses. Mais en fait, je pense que tu as raison sur le fond et que les gens sont beaucoup plus recroquevillés sur eux-mêmes avec leur méthode et leur théorie. Mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Il n'y a que l'avenir qui le dira. Mhm. On parlait des nouvelles technologies et de la façon de pouvoir diffuser ces œuvres. Et que penses-tu de l'art numérique et est-ce qu'il existe un art numérique? Alors moi, je me sens pas personnellement très concernée par cette question du numérique parce que je suis déjà lente à m'emparer des nouvelles technologies, des innovations, mais aussi parce que j'aime beaucoup trop le travail de la main et également l'idée de couper avec la vie numérique lorsqu'on peint ou lorsqu'on admire une œuvre. Je vais faire quand même une exception pour les très beaux dessins faits grâce à la tablette numérique de David Hockney et dans lesquels on retrouve toute l'essence de sa peinture qui prolonge la logique de son travail en fait, d'évoluer avec son temps et de tester, de s'emparer de toutes les innovations techniques. Mais moi, à titre personnel, je suis pas du tout dans ces pratiques-là. Et pour moi, le digital, c'est plutôt un outil de communication de la peinture. Effectivement, tu reconnais qu'il est possible de faire des jolies choses, mais tu restes une artiste analogique avant tout. Oui. D'accord. Ça me va bien, après tout. On n'est pas obligé d'aimer l'art numérique ou ce que fait une production IA. Et à partir de quel moment est-ce que l'art numérique devient de l'art? C'est une vraie interrogation. Et c'est plus ou moins un teasing pour une prochaine, pour une prochaine interview, puisque j'ai dans les tuyaux l'interview d'une dame qui se définit comme une artiste numérique. Et j'ai besoin d'en savoir plus, et j'ai envie d'en savoir plus à ce sujet. Eh ben, je l'écouterai avec beaucoup de curiosité parce que je me sens assez en dehors de ça pour ma part. J'ai une question complémentaire que j'ai appelée l'importance de la diversité dans l'art. Alors, la diversité dans quel sens et comment est-ce que tu entends ça? Alors, l'art est un puissant vecteur de diversité parce que chaque artiste peut s'exprimer sans avoir à rentrer dans un moule. En cela, c'est très intéressant parce que dans le domaine artistique, l'originalité et la différence sont des bienfaits, donc sont pas des choses excluantes. Comme on l'a déjà dit tout à l'heure, si on a vécu des difficultés, des épisodes traumatisants, on peut en faire de la matière première artistique et transformer de la tristesse, de la colère ou de la souffrance en beauté, mais également tout simplement si on se sent différent, atypique pour une raison ou pour une autre, on va pouvoir prendre pleinement la parole et sa place par l'art. L'art, ça va permettre de prendre de la hauteur, de changer de perspective. Et ta question de la diversité m'a fait aussi réfléchir à la place des hommes et des femmes dans l'art, parce qu'on constate que aujourd'hui encore, les femmes sont moins représentées et moins soutenues que les hommes, même si la situation évolue positivement. Donc c'est curieux ça, ce que tu dis là. c'est quelque chose qui m'a questionnée en fait, toutes les initiatives qui sont prises pour soutenir les artistes femmes, parce que j'étais pas forcément très à l'aise de prime abord avec le fait de genrer les choses comme ça, mais finalement je comprends vraiment que plus on parle des œuvres des femmes et plus on les montre et plus elles vont prendre de la valeur aussi. Alors, c'est curieux que tu dises ça, parce que je constate que sur la totalité des 10 ou 12 personnes que je dois interviewer dans ce podcast, pour l'instant j'en ai interviewé 4 et t'es la 5e, j'ai un homme. J'ai un homme pour l'instant qui est prêt à parler.
Et j'avais pas cette notion du genre non plus dans ma question de l'importance de la diversité. À titre personnel, je voyais plus des réponses autour de l'acrylique, puis je fais de la céramique, ou je fais ceci, tu vois. D'accord. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, la question, elle est très ouverte, et du coup, c'est ta vision de la diversité, et ça me va très bien. Ok. Je n'attends pas... en fait, même si j'ai une idée a priori de la réponse à la question, c'est pas ma réponse qui compte, c'est la tienne et la manière dont tu abordes cette question de la diversité. Et dans la diversité, dans ce cas-là, si on va par là, on peut aussi se poser la question de l'art et de la situation de handicap. Est-ce que tu as déjà eu dans tes ateliers, par exemple, des personnes en situation de handicap qui venaient pour la peinture ? En tout cas, ce que je me dis par rapport au sujet de la diversité, c'est que qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit de toutes les couleurs, qu'on soit handicapé ou pas, qu'on se sente plus ou moins adapté au monde ou pas, chaque personne, par l'art, peut revendiquer et exprimer sa différence, et cette différence va être un atout. C'est surtout ça que j'ai retenu de ta question. Ben ça, c'est une super réponse. Celle-là, je l'adore. J'aimais beaucoup avant, hein, t'inquiète pas. mais cette partie-là est vraiment super. Écoute, je pense qu'on a fait un tour pas mal autour de ça. Je voudrais un dernier mot au sujet de ce qu'on se dit là de ta part, et savoir où on peut retrouver tes œuvres, parce que je mettrai dans la description un lien avec ton autorisation vers ton portfolio, si tu veux bien. Et sinon, je mettrai un lien vers ton site et les gens pourront aller chercher ce que tu fais. Et sinon, en dehors de ça, où est-ce qu'on peut voir tes œuvres ? On peut voir mes œuvres à l'atelier qui se trouve à Asnières-sur-Seine, sur la ligne 13, au métro Gabriel Péri, pour tout vous dire. Donc je reçois à l'atelier sur rendez-vous. On peut voir mes œuvres sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram par exemple, on me trouve à juliette.lamarca, et je suis également sur Facebook et sur LinkedIn. Et on voit aussi mes œuvres qui sont disponibles à la vente en ligne sur Artspur et sur le site de la galerie Virginie Barrault. Et enfin, on voit mes œuvres lors de mes différentes expositions. Donc le meilleur moyen d'être au courant, c'est de me suivre sur les réseaux, et comme ça, vous pourrez être conviés à ces expositions physiques. Bah, merci beaucoup, Juliette. Je vais me permettre une question bonus, parce que j'en ai prévu quelques-unes, non, même deux. J'ai un point particulier, c'est quels sont les arbres que tu préfères peindre ? Oui, en plus, j'aime bien cette question. C'est vrai que je peins souvent les arbres, plutôt les grands arbres. J'aime la manière dont ils s'insèrent dans la ville, dont ils cohabitent avec elle. Et j'ai des arbres qui reviennent tout le temps. J'ai une préférence pour les grands arbres aux aiguilles persistantes, qui vont être par exemple le pin, le séquoia, le cèdre. Ces arbres qui sont des symboles de force, de puissance, de longévité, de sagesse. J'aime la manière dont ils nous dépassent déjà physiquement par leur hauteur, mais l'idée aussi qu'ils nous dépassent sur l'échelle du temps. On y revient à cette notion de temps très importante. Et si je pouvais rajouter encore un arbre, un que j'aime beaucoup, c'est l'eucalyptus, qui est un arbre sensoriel avec des nuances variées, avec des écorces qui pèlent un peu comme de la peau, un peu comme une mue. J'aime aussi ses feuilles qui passent du vert à quelques touches de rouge, et ses fruits qui ressemblent à des petits grelots très odorants. Bah, je garde, j'essaierai d'en faire un short de celle-là, elle est top. Écoute, merci beaucoup Juliette, j'ai passé un super moment avec toi et à discuter de tous ces éléments. Je te remercie du fond du cœur. Merci aussi, c'était super. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Clés de la créativité. J'ai vraiment passé un super moment avec mon invité. J'espère que vous avez pris plaisir à nos échanges.
Surtout, je tiens à remercier chaleureusement tous les auditeurs qui nous accordent leur temps chaque quinzaine. C'est grâce à vous que ce podcast existe et continue de grandir. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le sur vos réseaux sociaux et laissez un commentaire sur les nôtres pour nous dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également me retrouver sur l'Instagram ou le Facebook des Clés de la Créativité. Je vous mets les liens en description. Sur ce, je vous souhaite une semaine pleine d'inspiration et de créativité. En attendant le prochain épisode, restez créatifs et à bientôt!